je suis un représentant de la première lecture, d'abord en tout cas, puisque j'ai dû lire l'histoire de la folie à peu près au moment où elle a paru, enfin c'est 61, je crois, bon peut-être 61, 62, et bon j'étais moi-même à l'époque philosophe, je crois que j'étais professeur de philosophie au lycée de Meaux, et bon effectivement j'ai lu ce livre comme vraiment un beau livre, hein, quelque chose de à la fois de flamboyant par le style, d'original du point de vue de la pensée, et en particulier, il faut dire qu'à l'époque, bon, Foucault n'existait pas encore, et Deleuze non plus, enfin, c'était donc une époque où la philosophie était dominée surtout par l'histoire de la philosophie, et donc ce livre, je crois, bon, faisait assez choc ou assez événement dans le contexte philosophique de l'époque. Lorsque, quelques années plus tard, j'ai pensé faire un travail autour de la psychiatrie, j'ai pas spontanément pensé à l'histoire de la folie. Ça n'a pas été une référence, parce que je pensais effectivement que sans doute c'était dans un autre registre que l'approche sociologique que j'essayais de dégager. J'ai entendu parler de Foucault quand j'étais au lycée, c'était en 66, c'était l'époque des mots et les choses, et donc j'étais complètement ignorant de philosophie à l'époque, mais j'avais entendu parler de ce livre dans les journaux parce que c'était un événement qui dépassait les limites des communautés de philosophes et d'intellectuels. Et donc j'ai commandé dans la petite ville où je vivais le livre, ça a pris plusieurs semaines, et quand j'ai lu, bien sûr, je n'ai rien compris, je crois que je ne l'ai pas fini. Pour moi, c'était un objet entièrement mystérieux. Et puis j'ai retrouvé Foucault, là, dès mes études de Cagnes, un peu plus tard, là, en 69, 70. Et je veux dire que j'ai lu très attentivement l'archéologie du savoir, et puis tous les ouvrages plus anciens de Foucault autour de l'histoire de la folie et de la naissance de la clinique. Et c'est le moment où je l'ai lu en apprenti philosophe, avec justement, dès le départ, une continuité avec ce qu'avait pu faire Canguilhem, qui était une grande référence pour un apprenti philosophe. Et j'ai tout de suite perçu, effectivement, à la fois son originalité, et puis aussi son inscription dans une sorte de tradition intellectuelle qui était l'histoire de la médecine et de la vie vue par des philosophes. Moi, j'ai commencé à travailler sur Foucault de manière un peu hasardeuse et non volontaire. On m'avait offert les mots et les choses. J'étais petite, j'étais en terminale, j'avais immédiatement refermé le bouquin parce que je ne comprenais pas très bien. Je l'ai rouvert plus tard, je ne suis pas encore très sûre de tout comprendre, mais c'est ça qui est bien chez Foucault. Euh, je crois que le premier impact de la pensée de Foucault, bizarrement, pour moi, ça a été l'écriture. Ça a été son écriture, et je crois que l'intérêt que j'ai porté par la suite au texte littéraire, ou censé être littéraire de Foucault dans les années 60, c'était directement lié à la perception qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans le style, qui n'était pas seulement une rhétorique, ou qui n'était pas seulement un habillage de la pensée particulièrement réussi ou baroque, comme on a bien voulu le dire, mais qu'il y avait quelque chose qui passait dans la matérialité de l'écriture et qui faisait sens. Alors c'est vrai que l'idée que la matière du signe fait sens au-delà de ce qu'on peut dire, que l'utilisation du langage, c'est pas seulement du message, et que ça va bien au-delà de toutes les théorisations de la communication qui ont été par ailleurs postérieures à Foucault. C'est quelque chose qu'on perçoit, et c'est vrai qu'il y a pas seulement une qualité littéraire des œuvres de Foucault, enfin de l'écriture de Foucault, mais il y a une progression littéraire, il y a une écriture qui change, et qui change en fonction de ce qu'on veut dire, qui change aussi à un même moment selon les registres de discours qui sont adoptés par Foucault. Et dans les livres, et plus encore dans des textes que j'ai lus après, qui étaient les textes qui sont aujourd'hui repris dans les dits et écrits, il y a cet extraordinaire coup de plume de Foucault. Pour moi, Foucault, c'est d'abord une double rencontre. La première, je dirais que c'est une rencontre avec l'histoire, curieusement, à travers une voix qui est celle de Michel Perrault, une lecture, celle qu'elle avait entrepris à la fin des années 80 au sein de Paris 7, Jussieu, où elle était professeure d'histoire contemporaine.
et où elle avait entrepris de faire la lecture pour ses étudiants de Surveiller et punir. Surveiller et punir, qui a été un livre très important dans l'historiographie française, très important pour Michel Perrault aussi, puisque c'est à l'occasion du travail de Foucault sur les prisons qu'elle fait la connaissance de Foucault. Et puis, très important aussi pour les historiens, puisque c'est à la suite de la publication de Surveiller et punir, notamment, qu'un dialogue, un débat ou qu'un malentendu, suivant le point de vue où on se place, s'amorce entre Foucault et les historiens. Débat qui donnera lieu à l'impossible prison, donc qui paraît au début des années 80. Deuxième rencontre, puisqu'on est dans l'autobiographie, ma deuxième rencontre, c'est curieusement pas un texte de Foucault, mais un texte publié par Foucault, et c'est Moi, Pierre Rivière. Donc le mémoire, l'autobiographie de Pierre Rivière, ce parricide aux yeux roux, disait Foucault, qui assassine une grande partie de sa famille. Pourquoi c'est pour moi un texte important? C'est que Foucault fait de ce texte qu'il publie, suite d'une transcription du manuscrit, qu'il publie dans dans des enveloppes différentes. Une première qui est cette introduction que beaucoup de lecteurs de Foucault ont en tête, où il parle notamment de cette fascination, stupéfaction, c'est le terme de Foucault, à la lecture du texte de Rivière. C'est une autre série d'enveloppes et des analyses qui, dans le travail que j'ai après mené autour des questions de l'autobiographie et notamment de l'autobiographie de criminels, ont été très importants. Ce livre a été très important, même si peut-être, disons, à y regarder de plus près aujourd'hui, ce n'est pas l'ouvrage le plus important de Michel Foucault. Il a été publié au milieu des années 70, donc quelques années après mai 68, et dans un contexte qui voyait des questions comme celle de l'incarcération, les diverses formes, disons, de contrôle, faire l'objet de critiques sociales diverses et très développées. Et ce livre est arrivé donc dans un monde où il était au fond attendu d'un certain côté. On attendait de Foucault ce grand livre, mais en même temps, comme toujours chez Foucault, le livre a déstabilisé, je crois, les points de vue beaucoup plus qu'il ne les a confortés. Et ce serait peut-être une constante du travail de Foucault que de ne pas, au fond, satisfaire des attentes ou se satisfaire de l'air du temps. C'était pour lui, je crois, une manière de déplacer les problèmes, de réinterroger la manière dont nous pensions ces questions, disons, de contrôle, de répression, de discipline. Et il a, je crois, entièrement renouvelé à la fois le lexique, le langage dans lequel nous parlions de ces choses, et surtout, ce qui me paraît frappant, c'est que, puisque nous parlons ici d'un point de vue de sociologue, et non point de philosophe ou d'historien, ce qui m'a paru tout à fait frappant dans ce livre, c'est que, à l'époque, je l'ai acheté au moment où je partais aux États-Unis pour faire des études de sociologie, et où, au fond, les questions de déviance, de contrôle social, étaient abordées par les sociologues de façon standard. Et on voit ici que c'est un tout autre objet théorique et un tout autre objet empirique qui était, disons, dévoilé par Foucault. Et je pense que ça a été, comme quelques années auparavant, une sorte d'événement philosophique de très très grande importance que nous n'avons sans doute pas compris entièrement au moment où il est paru. Quel effet Surveiller et punir produit encore sur cette question, je dirais que la première chose qu'il faut souligner, c'est que Surveiller et punir ouvre toute une série de travaux autour de l'histoire des prisons.
Donc là, on a une première strate qui consiste à explorer l'ensemble des dispositifs pénitentiaires qui naissent, qui se développent à partir de la naissance de la prison, c'est-à-dire prison pénale, hein, bien sûr, à partir du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e. Donc ça, c'est la première strate, et on peut dire qu'il y a encore des travaux et des travaux importants autour de cette archéologie de la prison. Première strate. Ensuite, on voit se développer dans les sciences politiques notamment toute une réflexion autour de la prison dans son articulation avec le politique. On l'a vu se développer de plus en plus aussi dans la période contemporaine suite à différents moments, différents événements, et notamment, ce qui n'était pas arrivé quasiment depuis 150 ans, l'ouverture d'enquêtes parlementaires autour des prisons à la suite de la publication du livre des souvenirs de Véronique Vasseur, qui était donc médecin-chef à la prison de la Santé. S'engouffre donc toute une recherche autour de cette je disais, articulation entre finalement les politiques pénitentiaires et puis ce qu'on pourrait qualifier d'événements historiques, d'événements politiques, dans un sens assez traditionnel, une guerre, un mouvement démocratique, ou l'inverse, la prise de pouvoir par un tyran, ou encore ce qu'on a vécu en Europe occidentale comme les alternances politiques. S'agissant de Foucault, comme d'ailleurs d'autres grands hommes, comme par exemple Pierre Bourdieu, que j'ai eu aussi la chance de fréquenter puis de travailler un petit peu avec lui, bon, je ne me suis jamais mis dans une perspective de dire est-ce que je fais du Foucault ou est-ce que je fais du Bourdieu, et de penser ce que j'essayais, et que j'essaye encore d'ailleurs de bricoler, j'allais dire d'abord pour mon propre compte, bon, s'inscrivait ou non dans une orthodoxie, de sorte que, bon, il y a certainement des emprunts et des dettes que je ne récuse pas et tout, mais c'est plutôt d'ailleurs peut-être comme des outils, hein, de même qu'on peut dire que la posture de Foucault, posture, disons, pour aller vite, généalogique, bon, je l'ai reprise, pas une influence directe de Foucault, ou est-ce que c'est un recoupement avec mon propre fonctionnement, mais en tout cas, bon, donc il y a un aspect sans doute foucaldien dans ce que je fais, de même que, je ne sais pas, j'ai pu, je disais, puisque vous parliez d'outils, bon, par exemple, je ne sais pas, chez Bourdieu, par exemple, je pense que la notion de distinction, par exemple, elle est extrêmement éclairante pour beaucoup de situations sociales, et donc je l'ai reprise, mais justement, qu'il s'agisse de Bourdieu ou de Foucault, comme ça, bon, dans cette perspective un peu de bricolage, ce qu'on peut d'ailleurs faire sans doute avec des outils, mais sans jamais, ça je crois que je parle franchement, et d'ailleurs c'est bien ou c'est mal, hein, c'est pas un jugement de valeur, me demander est-ce que ça c'est foucaldien ou est-ce que c'est bourdieusien, c'est-à-dire que bon, j'allais dire ça me servait. Et donc, à la fois, je reconnais mes dettes et l'admiration, d'ailleurs, entre autres, pour ces deux personnes-là, mais pas dans une perspective d'essayer de faire comme, quoi, enfin, donc.